Bonjour, nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour parler du dernier numéro de la revue Liberté politique que j'ai eu le plaisir de diriger en tant que rédactrice en chef et consacré à l'anniversaire de mai 68. Mai 68, dernier maître avant l'abîme, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui avec Guillaume de Thieulois, le directeur du Salon Beige et rédacteur de la revue, et François Delochner, le président de la Fondation de services politiques. Bonjour Constance. L'objectif de ce numéro, puisqu'on a parlé à l'excès de mai 68, c'est de replacer le mouvement dans une perspective de plus long terme. Mai 68 n'arrive pas par hasard et c'est en quelque sorte le dernier avatar d'un long processus révolutionnaire, né évidemment avec les Lumières et la Révolution française, le dernier épisode de cette modernité. L'objectif de ce dossier est de dénoncer les complaisances qui ont accueilli cette révolution et qui en fait dépasse très largement les héritiers naturels, attendus, évidents de mai 68. Changer la vie. Le souhait de Rimbaud a été mis en pratique dès l'occupation de la Sorbonne par les étudiants. Pas un lieu sans débat, pas de sujet tabou. Le vertige du tout est possible. Mai 68, on le sait tous, est un mouvement mondial. Évidemment, il a connu une ampleur particulièrement exceptionnelle, par exemple aux États-Unis. Mais il y a vraiment une spécificité française de mai 68. La France de mai 68 est une France gaulliste, c'est la France de la reconstruction qui jouit d'une aisance matérielle absolument sans équivalent dans son histoire. Mais cette France matérialiste s'installe précisément un peu trop confortablement dans son statut de puissance moyenne. La spécificité française de mai 68, c'est le lien qui unit ce mouvement avec la fin de la décolonisation, avec les douloureux épisodes de la guerre d'Indochine et bien sûr de la guerre d'Algérie. C'est une France qui doit tourner la page de son histoire, d'une histoire faite de rayonnement, de mission, de recherche de la gloire, pour le meilleur et pour le pire. Dans ces conditions, à quoi bon maintenir les règles strictes d'une éducation, d'une culture, l'exigence transmise par les siècles? À quoi bon la contrainte alors qu'il n'y a plus d'ambition? Que faire d'une frustration si elle n'est pas sublimée dans le dépassement de soi? C'est ce paradoxe qu'a en quelque sorte saisi cette jeunesse révoltée et ce mouvement qui a largement dépassé l'explosion initiale. Dans l'entretien que nous avons eu avec Stéphane Courtois dans la revue, Stéphane Courtois souligne l'une des caractéristiques fondamentales, selon lui, du mouvement, la démission, la lâcheté des adultes, la lâcheté des élites, dont on mesure aujourd'hui encore l'importance dans cette sorte de fascination qu'ont tous nos dirigeants, de droite comme de gauche, pour un héritage qu'il faudrait, comme la Révolution, accepter en bloc. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de revenir avec deux rédacteurs de la revue sur leurs articles et sur leurs interventions. Et je me tourne tout d'abord vers Guillaume de Thieulois, qui nous a présenté donc dans la revue une contribution sur les minorités, la revanche des minorités et le processus de mutation révolutionnaire permis par mai 68. Alors, vous expliquez dans votre article que mai 68, c'est une révolution qui a terriblement bien réussi, parce qu'elle s'inscrit en fait dans cette logique de révolution permanente si chère à Trotsky. Pourquoi ces minorités sont-elles si efficaces justement dans ce renouvellement révolutionnaire ? Alors d'abord, toute révolution est toujours le fait d'une minorité. Toute l'histoire d'ailleurs politique se fait par des minorités, donc ça c'est assez classique. Simplement ce qui change avec 68, c'est que on a une nouvelle version des droits de l'homme. En gros, on a trois vagues des droits de l'homme modernes: les droits de l'homme de 89, le droit de l'individu, les droits de l'homme de 1948, où l'homme est enraciné, il y a le droit au travail, etc. Donc ce qui pose de nouveaux problèmes, en particulier parce que l'État est supposé assurer le travail, le logement, etc. à tous. Et puis, troisième version des droits de l'homme, sur laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est c'est pas l'homme en tant qu'homme, c'est l'homme en tant qu'il fait partie d'une minorité. Alors vous avez le droit des femmes, c'est supposé être une minorité alors que c'est la majorité de la population, mais le mouvement féministe radical estimait que la femme était mineure dans la société patriarcale occidentale. Pendant qu'on était à la Sorbonne, on s'apercevait qu'il n'y avait rien sur les femmes. Alors on a commencé à placarder des slogans,
Et là, on a dit, il y a un petit problème, on ne parle pas des femmes. Ah, c'est vrai, on ne parle pas des femmes. Alors, on va faire un meeting, un débat. Vous prenez l'amphi Descartes pour demain et vous nous organisez ça. Même chose pour les minorités homosexuelles, même chose pour les minorités ethniques. Alors, c'est pas encore tout de suite avec mai 68, mais rapidement, on a tout ce qui viendra dans les années 80 avec Mitterrand qui surfe sur la vague, si je puis dire, en utilisant les minorités ethniques pour casser la société française et continuer à avancer tout le processus révolutionnaire. Et par ailleurs, c'est une action révolutionnaire au service des minorités. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'une minorité, en fait. On parle en permanence du droit des minorités, mais donc la minorité, c'est une notion extrêmement extensive qui va de l'individu tout seul jusqu'à la majorité de la population. Donc les femmes sont supposées être une minorité, elles font plus de la moitié de la population. C'est une des spécificités de mai 68, parce que on prend par exemple la révolution de 89, l'idée c'est de faire le bonheur de l'humanité, c'est de faire le bonheur de tous, en fait. Et donc là, on est sur une révolution qui s'assume ne vouloir faire le bonheur que de quelques-uns. C'est quand même terrible que ça devienne une norme. Absolument. Alors, tout en continuant à prétendre jouer pour l'universel, parce que il y a en permanence ce mensonge qui est envoyé à la population, à l'ensemble de la population. Par exemple, on nous dit que si les homosexuels sont mal dans leur peau, c'est que la société dans son ensemble est homophobe. Et donc, évidemment, ça vaut pour tout, pour l'immigration. S'ils sont mal intégrés, c'est parce que nous sommes peu accueillants. Évidemment, c'est entièrement absurde, ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pour rien dans le mal-être des homosexuels. C'est pas vrai que c'est la population homophobe qui est pour quelque chose. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui marche très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé, l'un des fruits de mai 68, c'est vraiment cette idée de dictature de la minorité. Si une minorité porte un droit, c'est légitime, il faut accéder à ce droit. Comment, politiquement, a-t-on la possibilité de briser ce paradigme de la minorité? Quelle est l'arme fatale contre ça? Pour moi, la seule arme, c'est que d'autres minorités se battent pour le bien commun, et typiquement, c'est les minorités catholiques un peu engagées. Quand Benoît XVI nous invite à nous battre avec deux axes qui sont vraiment utiles à maintenir en même temps, du point de vue tactique, c'est les minorités créatives. C'est ça qui fait l'histoire, et donc aussi pour les catholiques. Et donc il faut que nous nous engagions, même si nous sommes minoritaires, il faut que nous nous engagions. Et par ailleurs, que nous nous engagions sur des points fondamentaux des biens communs, les principes non négociables. Si on tient ces deux choses-là, on fait voler en éclats la dictature des minorités. Je note quand même qu'il pour l'instant, dans l'Église de France, on peine à recevoir l'enseignement politique de Benoît XVI. Et surtout, soyez rusés comme le serpent et doux comme la colombe, cette capacité à utiliser la minorité justement au service du plus grand nombre. Et c'est vrai que cette ambivalence, on a l'impression que c'est exclusif l'un de l'autre et que soit on défend les minorités, soit on impose un modèle holistique, fasciste à tous et sans respect des spécificités. Alors, minorité, effectivement, minorité ethnique, mais d'abord et avant tout minorité sexuelle. Donc on l'a vu aussi bien dans la contribution de Bernard Anthony que dans celle de Stéphane Courtois que je mentionnais tout à l'heure. L'extrême rapidité avec laquelle les mouvements d'extrême gauche se sont emparés des sujets sociétaux avec le phare, le MLF, etc. Donc il est vrai que cette question de la minorité sexuelle est véritablement au cœur de mai 68, et c'est ce que vous avez, François, plus spécifiquement traité dans votre article, qui aborde les liens entre mai 68 et révolution sexuelle. Oui, alors j'ai voulu écrire sur ce sujet parce que les Français, mais d'ailleurs le monde entier, quand on analyse grosso modo ce qui s'est passé en 1968, on met un coup de projecteur sur la problématique de la sexualité et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en route brutalement, une espèce de libération sexuelle débridée, non organisée et qui prend des proportions extraordinaires. Or, ce que vous avez dit en introduction est tout à fait exact, c'est que en réalité, mai 68 est préparé depuis plusieurs siècles. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si je remonte simplement au siècle des Lumières, on voit que des gens comme Voltaire, comme Helvétius, comme le baron d'Holbach, sur la libération entre guillemets sexuelle, ont des mots tout à fait clairs. Le baron d'Holbach dit, si ma mémoire est bonne, alors lui il fait carrément un éloge de la liberté sexuelle et de la jouissance. Donc pour lui, la jouissance est consubstantielle à la nature de l'homme, et plus la jouissance est mise en avant, plus l'homme est libéré, plus il est heureux, etc. Bon.
Donc on voit que du côté des Lumières, les choses sont tout à fait claires. Bon, sans parler de Sade, évidemment, qui pousse Alors le Sade, raisonnement Sade jusqu'au qui est bout. d'ailleurs pour moi un faux-né, si vous voulez, parce que Sade a été finalement un outil extrêmement commode, parce que la société de l'époque a mis en avant Sade en disant, évidemment c'est un cas un petit peu unique, mais tout le monde savait que derrière Sade il y avait tous les philosophes qui en réalité se servaient de Sade. Donc il y a eu toute une manipulation autour de Sade, et effectivement l'histoire retient Sade, alors que l'histoire devrait retenir en fait les philosophes des Lumières. Les révolutionnaires se sont engouffrés dans la brèche, et des gens comme, et c'est tout à fait méconnu, comme Danton, comme Saint-Just, comme Brissot a eu des mots extraordinairement forts sur la libération sexuelle, disait si on libère la sexualité, on désaliénera l'homme et on créera un homme nouveau qui sera véritablement le vecteur principal de la révolution. Et par ailleurs, consciemment ou inconsciemment, ils ont aussi la volonté de faire voler en éclats la cellule familiale, qui est le premier des corps intermédiaires et donc le principal pôle de résistance déjà en 89 à la révolution. Absolument. D'ailleurs, toute la révolution sexuelle a pour objectif premier de détruire d'abord la personne, évidemment, mais évidemment l'entité familiale. En fait, il n'y a pas de révolution politique sans révolution sexuelle. C'est Exactement. Alors ça, le 19e siècle a même là carrément mis en avant toute une théorie sur ce sujet, beaucoup plus élaborée qu'au XVIIIe siècle. Je pense, je pourrais citer énormément de monde, mais tenez, si je prends par exemple l'anarchiste Bakounine. Bon, il a eu sur la révolution sexuelle et la libération de la sexualité des mots d'une force extrême, en allant, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est lui qui dit dans ses écrits que la libération sexuelle va libérer toutes les pulsions et transformer l'homme en bête. Il insiste sur le côté bestial, cela permettant en fait de détruire effectivement la cellule familiale, parce qu'une bête dans une cellule familiale, ça ne peut pas fonctionner, et donc ça détruit la société tout entière. Alors après ça, évidemment, les marxistes se sont précipités dans la brèche, et je passerai très rapidement là-dessus, mais au début du XXe siècle, la révolution communiste s'est entre autres bâtie sur la révolution sexuelle, avec une femme qui s'appelle Kollontai, qui a conceptualisé l'importance des droits des femmes du révolution. Voilà, elle a immédiatement mis en route l'avortement, l'amour libre, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et n'oublions pas que la Russie en 1918, 1919, 1920, sous la dictée, si je puis dire, des révolutionnaires, est devenue un gigantesque lupanar. C'est absolument extraordinaire. Une société complètement débridée, une homosexualité galopante. La Russie est devenue un lupanar. Lénine a vu le danger et au bout de 2 ans a légiféré en allant jusqu'à la peine de mort. Donc on voit bien que la sexualité dans le projet révolutionnaire, et là, ce qui est intéressant pour les révolutionnaires de la fin du XXe siècle, c'est qu'ils avaient leur exemple. On avait vu par la révolution soviétique que, effectivement, la libération sexuelle pouvait donner des résultats immédiats. Marcuse, Lacan, etc., tous ces gens qui sont évidemment des grands permissifs et qui sont évidemment des puissants leviers de la révolution sexuelle de mai 68, ont eu sur ces sujets-là des mots extrêmement clairs en disant « nous allons pousser les feux de telle façon que nous risquons de détruire la civilisation ». Donc ils voyaient très bien que ça allait jusque-là en fait. Mais voilà, on est arrivé à mai 68 et Cohn-Bendit, n'oublions pas, et je terminerai là simplement cette petite introduction sur l'histoire, si vous voulez, de mai aboutissant à mai 68, c'est que à Nanterre, le premier problème, c'est trouvé dans des problèmes de dortoir et voilà, c'est bien un problème sexuel qui a démarré mai 68. Alors, les élites, notamment bourgeoises, peu éclairées, trouvaient ça très drôle. Mais Cohn-Bendit, lui, avait parfaitement compris. Il avait lu tous ces révolutionnaires et il savait que commencer par là était une formidable porte d'entrée qui ensuite a été un boulevard. Un mot pour ajouter sur le long terme qui prépare la révolution sexuelle de 68. Je pense qu'on ne peut pas faire non plus l'économie de la propagande pseudo-scientifique qui a suivi notamment le rapport Kinsey. Donc à partir de 48, on nous explique sur des chiffres complètement bidonnés. Kinsey. C'est aujourd'hui que le rapport Kinsey n'a aucune valeur scientifique. Ça n'a absolument aucune valeur scientifique, au point que même la Fondation Rockefeller, qui est quand même pas suspecte d'être extrêmement vigilante sur ces questions-là, a finalement cessé de les subventionner. Et ça a été après ça la fondation qui a supporté Kinsey, qui a soutenu Kinsey financièrement, c'est la fondation Playboy, qui est quand même d'une solidité scientifique peu commune.
Mais Kinsey donc, a fait son rapport en prenant des statistiques sur les prostituées, sur les délinquants sexuels, qui étaient évidemment les seuls qui acceptaient de lui répondre dans une Amérique qui était encore normale. Et donc évidemment vous avez une surreprésentation de toutes les perversions les plus invraisemblables. Et donc on vous explique que 15% des Américains ont eu des rapports sexuels à 5 ans, enfin des trucs complètement invraisemblables. Et tout ça parce que évidemment les prédateurs sexuels sont des gens qui se sont fait violer par leurs parents. Enfin donc évidemment c'est très triste. Mais il y a un biais statistique gigantesque. Mais de là a suivi l'évolution du code pénal. On a dépénalisé un certain nombre de choses, y compris d'ailleurs le viol, dans le code pénal américain, et enfin au moins certaines formes de viol. Et progressivement, on a imposé que la norme était la perversion. Oui, et ce que vous dites est très intéressant parce qu'on s'est aperçu, si vous voulez, que les élites, entre guillemets, politiques, économiques, sociales, morales, culturelles, se sont engouffrées dans la brèche après mai 68. Elles n'attendaient que ça, en fait. Parce qu'elles, dans leur esprit, les choses étaient claires. En revanche, le temps n'était pas venu. Et là, en un demi-siècle, on a tout eu. Absolument. Et depuis, grosso modo, mai 68, on a tout eu. Comment expliquer que, quand on voit les liens aussi puissants qui unissent révolution politique et révolution sexuelle, qu'il n'y ait pas eu davantage de vigilance de la part de ce qui était à l'époque la droite française? Alors je pense évidemment au fait que le vote de la loi Neuwirth s'est fait sous De Gaulle, et ensuite évidemment la loi Veil sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est qu'on a l'impression que cette droite française, telle qu'elle s'incarne à l'époque, soit par inconscience ne prend pas vraiment la mesure de ce lien profond qui unit révolution sexuelle et révolution politique, soit pire encore, à une sorte de fascination, de démission, une sorte de hantise de passer à côté de la modernité. Pourquoi aussi peu de réactions? Je crois que c'est ce que vous venez de dire à l'instant qui est exactement la clé, c'est que la droite s'est complètement cantonné sur le dieu économie, le dieu argent, et tout ce qui était autour de ça ne comptait plus. Donc c'est vraiment par démission complète. Et la droite, en réalité, depuis grosso modo les années 50, était devenue profondément amorale. Et de l'amoralité en un seul mot, à l'immoralité, il n'y a qu'un cheveu. De la moralité à l'amoralité, il y a un gouffre, mais de l'amoralité à l'immoralité, il n'y a absolument aucun gouffre. Il n'y a qu'un cheveu qui sépare les deux. Et donc, la droite, très naturellement, est tombée dans l'immoralité la plus complète. Alors, avec des raisons, j'allais dire, psychologiques, personnelles, les uns par soumission, les autres parce que ça ne les intéressait absolument pas. Donc, il y a des tas de raisons personnelles, chacun ayant ses propres raisons, mais le résultat en est là. Et pour moi, le signe d'espoir que l'on peut avoir pour la suite, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça est durable? Évidemment que non. Dans l'histoire de l'humanité, la morale a toujours gagné. Et d'ailleurs, quand on me dit quelquefois, quand je fais des conférences sur des sujets comme cela, on dit « vous êtes pour l'ordre moral ». Mais je réponds « mais absolument ». Je ne suis évidemment pas pour l'ordre immoral. Or, l'ordre amoral est un ordre immoral. Donc je suis évidemment pour l'ordre moral. Tout dépend ensuite de ce qu'on met derrière le mot ordre moral. Mais la morale est la base de l'humanité depuis grosso modo 4000 ans. Donc il faut être complètement aveugle. Il ne faut avoir aucune culture pour penser que l'immoralité puisse, sur le long terme, triompher. Car la morale fait partie intégrante de la condition humaine. C'est une évidence. De même que la transcendance, depuis 4000, 5000 ans et probablement plus, fait partie intégrante de la personne humaine. C'est comme ça. Bon, donc on ne peut pas le nier. Alors on peut avoir des éclipses, et là on est véritablement dans une éclipse de la morale. En tous les cas en France c'est tout à fait extraordinaire, puisque même dans les milieux catholiques, et Guillaume tout à l'heure en parlait à demi-mot, mais même dans les milieux catholiques, employer le mot moral est un gros mot. Parler du bien et du mal est une insulte. On est dans un véritable délire. On parle du bien pour le bonheur, on parle du mal pour le malheur.
Donc c'est évident qu'on doit en parler tout le temps, on doit en parler tous les jours, le bien, le mal, c'est le bonheur et le malheur. Mais non, ça ce sont des gros mots. Ça c'est vraiment l'héritage de mai 68, là direct, c'est l'application immédiate, il n'y a plus ni bien ni mal, il n'y a qu'une jouissance débridée et maintenant conceptualisée, notamment par des minorités, et Guillaume a très très bien décrit tout à l'heure le phénomène. Juste un mot pour ajouter, je pense que la droite porte une écrasante responsabilité dans la défaite que nous avons subie en 68. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi que le moteur intellectuel et spirituel de la droite française, depuis 1500 ans, c'est pas compliqué, c'est l'Église catholique. Or, l'Église catholique était, et d'ailleurs elle n'en est pas tout à fait sortie, était plongée dans une crise d'identité très profonde. Le Concile Vatican II a eu un certain nombre de textes très profonds, mais aussi un certain nombre de... Ça a beaucoup perturbé notamment les fidèles, et donc une partie du magistère, notamment en matière morale, devenait complètement irrecevable. On fête aussi le 50e anniversaire de l'Humanité Vitae. Il faut voir le genre de mandements épiscopaux qu'on a eu à cette occasion-là. C'est hallucinant. On pourrait dire, à la rigueur, si c'était uniquement parce que c'était des dépravés, mais c'est pas le cas. Vous avez toute une série de braves types d'évêques qui n'étaient pas du tout sympathisants, comme disait De Gaulle, quoi, s'ils n'étaient pas du tout prêts à sacrifier quoi que ce soit à la bagatelle, mais ils ne s'imaginaient plus en mesure de dire il y a une loi naturelle qui s'impose à la loi positive. Et c'est vrai que le silence de l'Église au moment du vote de la loi Veil est assez assourdissant. C'est assourdissant. Pour des générations, enfin nos générations qui ont pu se mobiliser, bon, avec plus ou moins d'efficacité, mais qui ont quand même tenté de se mobiliser sur la Manif pour tous, aujourd'hui sur la PMA, la GPA, on est assez impressionné de voir a posteriori effectivement l'absence de réactivité publique. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un passage qui est absolument terrifiant dans les mémoires de Simone Veil, où elle décrit la rencontre des représentants de l'épiscopat qui viennent la voir juste avant. Et donc elle, évidemment, elle se dit, ils viennent me dire que c'est très mal. Et en fait, ils ne lui parlent que de la retraite des prêtres et de la sécurité sociale. Elle dit, j'en ai déduit que ça n'était pas un sujet pour eux. Ce qui est absolument terrifiant. Comme s'ils étaient tétanisés de prendre une prise de position forte sur un sujet. Sachant qu'en plus, l'avortement qui a été vraiment impliqué, c'est ce qui a vraiment déclenché la suite, l'avortement est passé à très peu. Il aurait suffi d'une position claire pour que ça ne puisse pas passer. D'ailleurs, Simone Veil l'a dit elle-même, ultérieurement. S'il y avait une position forte de l'Église, peut-être que nous ne serions pas allés jusqu'au bout. Et le drame aujourd'hui, c'est que toutes ces notions de bien et de mal, dans le monde catholique, sont de plus en plus édulcorées. Et je pense à la jeunesse qui n'a plus aucun repère. Aucun repère. Le bien, ça consiste effectivement à faire le tri des déchets ménagers. Ça c'est très très important, on sauve la planète. Mais alors en revanche, la sexualité débridée et les déviances sexuelles, aucun problème, on n'en parle pas. Pour clore ce propos, je pense que ce qui nous saisit, c'est que le caractère profondément dangereux de mai 68 vient de son caractère protéiforme et changeant. Et ce qui ressort de toutes ces analyses, c'est que personne aujourd'hui ne semble vouloir remettre en cause mai 68 en profondeur. Et nous-mêmes, en tant que conservateurs, en tant que chrétiens, nous sommes piégés par un monde qui est profondément façonné aujourd'hui par mai 68. Pierre Delozin, dans un article du dossier, dans son article qui met en lien Vatican II et mai 68, revient sur le malentendu des formulations du Concile. Avant même l'apparition du slogan « Il est interdit d'interdire », les textes conciliaires ont choisi d'abandonner la formule de l'anathème, donc de la condamnation. Et il émane de ces textes un formidable optimisme, matiné d'utopie, il faut bien le dire, sur la bienveillance du monde, sur la possibilité d'un dialogue, et cet optimisme refuse d'accepter cette réalité qui est terrible, mais qui est profonde. La modernité comporte en elle-même des ferments qui sont profondément incompatibles avec le message chrétien. Dans ma contribution personnelle, j'insiste sur les bouleversements plus formels, nos modes de vie, nos codes sociaux, familiaux, culturels, vestimentaires même, qui sont tous pétris des acquis de 68. On a besoin de nouveautés, on a la peur panique d'être laissé de côté par la modernité. Le legs du passé est vu au sens propre comme au sens figuré comme encombrant, comme empêchant l'épanouissement individuel. Et la question qui se pose à nous est la suivante. Est-ce que nous sommes mitridatisés? Est-ce que nous sommes encore capables de recevoir l'antidote contre justement mai 68? Je n'ai pas la réponse. Notre capacité de rebond repose sur la lucidité du diagnostic et je pense que sur ce point, le chemin est encore long. Merci. Merci beaucoup.